Cette fois, nous sommes à l'entrée d'un hôpital situé en pleine nature. Il est entouré d'une forêt entière. C'est le CHU du Sartillement à Liège. Nous avons rendez-vous ici avec Christine Debois. Elle est psychologue, elle est sexologue. Avec elle, nous allons parler de questions délicates. Elles sont liées à l'intimité des patients touchés par le cancer. C'était Patrice Goldberg. Il est le journaliste médical de cette série de podcasts sur les cancers. Il s'agit d'une initiative de la maison de production Tamara Twist, rendue possible grâce au soutien d'AstraZeneca. Bonjour Patrice Goldberg. Bien, Christine Debois, bienvenue ici. Merci beaucoup, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Madame Debois, bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Pourriez-vous définir ce qu'est précisément l'oncosexologie ? Donc moi je suis psychologue, sexologue et je me suis spécialisée en oncosexologie. Alors, Qu'est-ce que c'est, oui. C'est quoi l'oncosexologie ? Parce que c'est une discipline vraiment très très récente. Et son nom l'indique bien, ça se situe entre la sexologie et l'oncologie. Qu'est-ce qu'on fait dans l'oncosexologie et quels sont les objectifs qu'on poursuit ? Ça va être d'évaluer et de prendre en charge tous les troubles sexuels qui vont arriver dans le décours d'une maladie cancéreuse et qui pourront être amenés aussi par les traitements. Et dans quel but ? Soit de maintenir la santé sexuelle des personnes, soit de la rétablir. J'imagine qu'il n'y a pas spécialement un profil type des patients ou des patientes que vous recevez. Chaque cas est forcément unique et chaque couple d'ailleurs est unique aussi. Mais quoi qu'il en soit, quel rôle pouvez-vous jouer dans le parcours d'une personne atteinte d'un cancer ? Alors, chaque personne est unique et chaque couple est unique et surtout, ça va dépendre des séquelles que vont laisser les traitements au niveau du cancer. Il est clair qu'une dame, par exemple, qui va être sous traitement d'hormonothérapie, ça va pas être la même chose qu'une dame qui n'en a pas. Une dame à qui on a dû enlever un sein, ça va pas être la même chose qu'une dame qui a conservé son sein. Un homme qui est sûr qu'il ne va pas retrouver son érection ne va pas vivre les choses de la même manière qu'un homme qui peut la retrouver. On sait que le cancer affecte le physique des patients, on sait aussi que ça affecte leur morale et leur vie sexuelle, c'est le cas pour 2/3 des patients, je pense. Alors, est-ce qu'il y a des questions plus fréquentes que d'autres qui viennent auprès de vous ? Alors, peut-être, si je peux me permettre une nuance, la sexualité est atteinte pour 2/3 des patients, mais dans tout ce qui est pelvien, on est quasi à 100%. Et tout ce qui est pelvien, c'est tout ce qui est urologique, gynécologique et gastro-entérologique. Donc, c'est énorme. Absolument. Et on est quasi à 100% d'atteinte sexuelle. Et ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que toutes les personnes ont vraiment une réelle demande de soutien à ce niveau-là. Parce qu'on sait que tout le monde demande une information. Même parce que c'est après qu'ils pourront choisir à travers cette information-là. Et quelles sont les questions donc les plus fréquentes qui reviennent auprès de vous ? Ça dépend si c'est des hommes ou des femmes. Justement. La sexualité prend une place différente pour les hommes et les femmes. Donc moi, je suis ici en urologie, évidemment. J'ai très souvent des hommes qui n'ont plus d'érection suite à certains cancers urologiques. Et en fait, si vous voulez, l'érection fait partie de l'intégrité psychique des hommes. Ça veut dire qu'à partir du moment où un homme ne peut plus avoir une possibilité d'érection, il est comme amputé d'une partie de son psychisme. Alors ça conduit à quoi ? Ça conduit à des hommes qui s'isolent, ça conduit à des hommes qui sont de plus en plus irritables, qui sont agressifs, qui n'ont plus du tout envie de rire sur toutes les problématiques sexuelles. Et la difficulté, ce sont plus un homme. Ils sont dans la honte, ils sont dans l'humiliation. Ce matin, j'ai un monsieur qui me disait encore, j'ai une demi-érection qui arrive, je veux y aller et je la perds. Mais vous ne vous rendez pas compte, Madame Debois, de l'humiliation que c'est pour un homme. Je me tourne et je dors et je ne parle plus à ma femme. Et les femmes, elles, je veux dire, quand elles manquent de lubrification vaginale, elles vont pas avoir des affects dépressifs comme ça. Et alors, surtout les femmes, elles sont là, elles disent « Moi, je me soucie surtout de la vie. Est-ce qu'il va vivre ? Est-ce qu'il ne va pas avoir de problème ?» Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe avec ce cancer ? Tandis que l'homme ici est régulièrement, mais moi je les vois 1 mois et demi, 2 mois après l'intervention, très préoccupé par la reprise de sa vie sexuelle.
Pouvez-vous nous expliquer peut-être comment et surtout à quel point le cancer et ses traitements peuvent affecter l'intimité des patients ? Vraiment, sur le plan de la santé sexuelle, ça va venir, je vais dire, amener des séquelles sur toute la réponse sexuelle. Alors, qu'est-ce que c'est la réponse sexuelle ? C'est le fait que vous avez du désir pour quelqu'un. Quand vous avez du désir, suit l'excitation, qui est le référent au niveau du corps du désir. Le désir poussé à son maximum va amener un orgasme, avec chez l'homme l'éjaculation, et puis une période de repos. Et en fait, ce qui va être impacté, mais chez quasi toutes les personnes qui sont en situation de traitement, c'est le désir. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a plus de désir dans le décours d'une maladie cancéreuse ? Et alors là, on a énormément de réponses à ça. À savoir que, par exemple, quand on est en traitement, les gens sont fatigués. La fatigue et la douleur, c'est la première séquelle sur la sexualité entraînée par les traitements. Et donc, quand on est fatigué et qu'on a mal partout, on n'a pas nécessairement envie d'entrer dans une activité plutôt ludique et plutôt légère. Ça, c'est la première des choses. Il y a tout l'impact sur le psychologique. Ça veut dire qu'il faut savoir qu'on a vraiment des troubles anxieux, on a de l'anxiété, on ne se sent pas vraiment en forme, on n'a pas le moral. D'autant qu'on sait que les personnes reçoivent des médications. À peu près entre 1 an ou 2 ans après le début du traitement, on sait que 60% des personnes ont encore des antidépresseurs et des anxiolytiques. Et il faut savoir que ça réduit de manière drastique l'accès au désir. Vous avez des traitements comme de l'hormonothérapie, par exemple, qui va avoir un impact direct sur le désir. On peut mettre un aussi beau plat de spaghetti qu'on veut, quand on n'a pas faim, on n'a pas faim. Vous avez quand même aussi, et ce sont quand même aussi des symptômes qui peuvent être vraiment invalidants, tout ce qui est du trouble éjaculatoire, ça veut dire de ne plus avoir de possibilité d'éjaculer. Certains hommes vivent ça très mal. Parce qu'ils perdent leur pouvoir fécondant, ils ont le sentiment d'être moins un homme. Et ce qui est une réalité aussi, c'est que la qualité de l'orgasme après peut être modifiée. Il peut, dans un certain pourcentage, y avoir de la douleur, il peut y avoir des petites pertes d'urine. Les problématiques d'incontinence, par exemple, ça va être quand même pas très érotique, les problématiques d'incontinence. Alors, il y a tout ce qui va être des atteintes vraiment des organes sexuels. Ça veut dire les problèmes de dysfonction érectile chez les hommes, les problèmes chez les femmes de sténose vaginale, de sécheresse vaginale, de douleur. Tout ça va vraiment impacter directement. Alors, quels sont les facteurs qui déterminent l'attitude des personnes face aux séquelles des traitements ? Un des premiers facteurs, évidemment, c'est l'intérêt pour la sexualité, de nouveau. Prenons un exemple. C'est un jeune couple que j'ai vu, jeune parce qu'il a 50 ans, que j'ai vu il y a 15 jours. Ils avaient 3 échanges semaine. Un cancer leur arrive. C'est Hiroshima dans la vie de quelqu'un, un cancer. Il y a un avant-cancer et un après-cancer. Et du jour au lendemain, ils se retrouvent sans possibilité d'échange intime. Donc ça, c'est assez fracassant. Tandis qu'il y a d'autres couples, il y a 3-4 ans qui n'ont plus d'échange, ils ont une relation de complicité, de gestion de territoire, des petits-enfants. Évidemment, ça va beaucoup moins les impacter. La place aussi de la manière dont on se rencontre sur le plan intime. Dans certains couples, la pénétration est quelque chose de très très important. Pour d'autres couples, c'est tout à fait accessoire, parce qu'ils vont axer plus sur le côté intime. Donc de nouveau, là où il y aura beaucoup d'intimité et la pénétration est accessoire, ça va aussi moins impacter. Et puis il y a quand même vraiment des choses très concrètes qui sont l'âge et les autres problèmes de santé. Mais ça, je dis, c'est pas spécifique au cancer. Dès qu'on a d'autres problèmes de santé, de toute manière, ça va impacter notre élan sexuel. Alors, a contrario, y a-t-il des idées fausses ou des mythes, des légendes, je dirais, qui concernent l'intimité et le cancer et que vous rencontrez fréquemment ? Mais je vous ai dit, il y a toute une série de croyances qui sont amenées parce que les gens cherchent. Et ils cherchent beaucoup sur Internet, par exemple. Et donc, ils en déduisent parfois certaines choses. Alors, par exemple, quand ils voient, je vous disais tantôt, personnes qui suivent une radiothérapie ne deviennent pas radioactifs.
Et parfois, moi, j'ai des personnes qui disent, mais moi, je veux absolument pas faire d'échanges intimes après une séance de radiothérapie. On ne sait jamais. On ne sait jamais que on développe une bioactivité chez l'autre. Voilà. Et si je le contamine, donc du coup, ça, c'est un frein. C'est un frein à la fluidité des échanges, c'est un frein à la reprise. Donc ça, c'est vraiment des exemples concrets. Est-ce que vous avez d'autres exemples de mythes ou légendes comme ça? Oui, c'est vraiment où la sexualité prend de l'énergie alors que la personne a besoin de toute son énergie pour guérir du cancer. Et donc, si j'entre dans l'échange intime, ça va me vider de mon énergie, et donc je n'aurai plus donc ça va m'empêcher de guérir, en quelque sorte. Voilà. D'après votre expérience, tous ces défis peuvent-ils être surmontés? Et si oui, de quelle manière? J'imagine que oui. C'est pour ça que vous êtes là. Merci. Si je n'y croyais pas fermement, effectivement, voilà. Je ne serais pas là. Oui, je veux dire, ces problèmes de santé sexuelle peuvent être surmontés, mais pour moi, il y a quand même des conditions. À savoir que les personnes doivent avoir un endroit pour pouvoir en parler, donc doivent oser en parler et doivent pouvoir être entendues. Et puis, quand elles sont entendues, elles doivent pouvoir avoir un accompagnement adéquat. De nouveau, avant, ici, il n'y avait pas d'oncosexologue, on se débrouille. Maintenant, c'est plus facile. Ils ont quelqu'un qui peut les écouter et les accompagner. Mais en matière d'oncosexologie, on ne travaille pas seul. On travaille en multidisciplinarité. On va en parler dans les traitements. À partir du moment où on doit avoir une revalidation, on va travailler avec les urologues, on va travailler avec les gynécologues, on va travailler avec les gastroentérologues, avec les oncologues, les radiothérapeutes, le médecin traitant. On est une équipe au service de la personne. Oui, d'autant plus qu'il y a une autre question fondamentale, c'est comment les changements physiques qui sont dus au traitement du cancer peuvent impacter l'estime de soi, la confiance en soi des patients. Imaginez une femme magnifique qui a 40 ans et qui, tout d'un coup, va se retrouver avec une stomie, c'est-à-dire une poche qui récolte des urines et des selles, et puis qui se retrouve comme ça du jour au lendemain avec ça entre son mari et elle. C'est vraiment comme ça qu'elles le décrivent. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont peur de perdre les urines ou les selles. Elles ont peur des odeurs. Et comment être dans la séduction avec ce corps qui est comme ça abîmé, ou un sein en moins. Oui, une mutilation de sein, exactement. Ou une mutilation. Alors, qu'est-ce qu'elles font, ces femmes? Elles vont dormir dans la chambre à côté. Le temps que, elles disent, le temps que les choses aillent mieux. Et puis finalement, moi, quand elles arrivent ici, il y a 18 mois qu'elles sont dans la chambre à côté. Et il y a quelque chose de très important à faire passer, c'est que c'est pas seulement, je vais dire, revalider un organe sexuel. Quand on reste 18 mois sans dormir ensemble, c'est toute notre intimité qui se détricote. Et il y a une véritable distance qui est communicationnelle, physique, émotionnelle. Et quand on a des distances comme ça qui s'installent dans les couples, c'est toutes nos blessures d'enfants qui reviennent, nos blessures d'abandon, de rejet. Et donc, il y a une couche supplémentaire qui vient se remettre. Et donc, on est dans du manque de confiance en soi. On est dans se sentir pas très beau, pas très belle. Et donc, on ne s'élance plus. Et généralement, ça rend le travail du sexologue compliqué. Pourquoi? Parce que dans l'oncosexologie, plus on est dans le préventif, ça veut dire que les gens ne vont pas se perdre en termes d'intimité, plus les choses seront faciles en termes de revalidation. À partir du moment où les personnes sont restées 18 mois, je dirais bien, sans se toucher, on va devoir retricoter toute l'intimité et réapprivoiser notre intimité. Justement, pour aller vers l'autre, comment et jusqu'où la communication dans le couple peut-elle influencer la dynamique positivement ? Vous savez, elle est fondamentale. Mais la communication, elle est déjà difficile, je dirais bien, au quotidien. Dès qu'on touche à la problématique sexuelle, elle est quasi absente. Et ça, c'est quand même un des gros travail quand on travaille avec les couples, notamment, et pas seulement qu'en oncosexologie, c'est de travailler sur la communication. Pourquoi c'est encore plus important ici ?
c'est qu'on se trouve quand même dans une situation de deuil, puisque la personne, en termes d'intimité, n'est plus tout à fait la même qu'avant, et elle ne va pas nécessairement oser le dire. Donc, une de nos fonctions, ça va être d'aider les gens à pouvoir dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils vivent, à exprimer toutes les pertes, en fait. De dire, écoute, moi, je n'ai plus d'érection, je me sens plus un homme, je ne peux plus aller vers toi. Ou une femme, de dire, écoute, quand tu mets ta main sur mon sein, je suis mal. Voilà. De pouvoir oser se dire ces choses-là. Que ce soit au niveau de la tristesse, que ce soit au niveau de la colère. Comment est-ce qu'on va oser dire sa colère à quelqu'un qui a un cancer ? Eh bien, et on sait que le silence tue et la parole guérit. C'est une parole de Serge Vidal. Serge Vidal, oui. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Donc, à partir du moment où on peut se dire les choses, hop, il y a toute une émotion qui va s'apaiser et ça peut circuler. Et ce qui est important, c'est que ça circule. Voilà. Donc, moi, il m'arrive aussi de faire des séances ici d'écoute active. Ça veut dire d'aider les personnes à mieux communiquer, justement, de tout ce qui se passe au niveau sexuel. D'apprendre à gérer les conflits, justement, sur des colères qui ne sont pas dites. Donc, tout ça, c'est un travail qui va être fait, de nouveau, pour garder le lien de proximité. On est toujours dans du préventif. Est-ce qu'il y a aussi des questions et des conseils pratiques que vous pouvez donner ? Oui, on pourrait peut-être d'abord repartir dans quelque chose qui paraît fondamental, c'est qu'avant d'envisager le soutien au couple, il va d'abord falloir envisager le soutien à la personne qui a une situation cancéreuse. Et là, peut-être ce qui est important de dire, et c'est là qu'intervient le travail en équipe, on se trouve devant des revalidations à mettre en place, à savoir chez l'homme. Quand on est dans un trouble érectile, il va bénéficier d'une médication, il va bénéficier d'injections qu'on appelle intracaverneuses, qui sont des injections dans la verge. Il va bénéficier peut-être de ce qu'on appelle une implantation. Ça veut dire que, comme il existe des implants mammaires, des implants de genoux, il existe des implants péniens, qui est toute une mécanique qui va rendre, je dirais bien, qui va imiter l'érection. De même que chez les femmes, on va proposer, par exemple, des lubrifiants qui ont une longue durée d'action. On va proposer des dilatateurs vaginaux quand il y a une sténose vaginale. Donc, il y a tout. C'est là qu'est tout le travail avec les médecins. Donc, il y a d'abord des solutions pour vraiment l'atteinte directe des organes sexuels. Et puis alors, il va avoir tout le soutien à la personne elle-même, avant le couple, je dirais bien, de tout ce qu'elle traverse. Comment est-ce qu'on va recréer une image, puisque on sait qu'on ne sera plus jamais tout à fait le même qu'avant. Que ce soit au niveau de l'image physique, mais que ce soit aussi au niveau psychologique. Pourquoi ? Même si on récupère l'intégralité de notre fonctionnalité, tout va bien, on a été revalidé, l'épée de Damoclès de la mort est passée par là. Ça veut dire que les gens ne sont plus tout à fait insouciants, les gens ne sont plus tout à fait légers. Ils se posent des questions sur la vie et sur la mort, et ça, moi, j'en ai beaucoup ici, qui ne se posaient pas avant. Et donc, du coup, je vais dire, ça va rendre les choses différentes. Ça va rendre les choses différentes. Vous savez, la sexualité, c'est quelque chose de ludique, de léger, ou en tout cas ça devrait l'être, ça pourrait l'être, oui, ça pourrait l'être. Oui. Et donc du coup, voilà, c'est vers là qu'on va tendre, c'est retrouver plus de légèreté, retrouver plus de jeu, je dirais bien, entre nous. Après parfois une épreuve qui a été serrée et compliquée. Il existe vraiment quand même des outils que je donne aux patients, mais que les patients peuvent aussi trouver. Ça veut dire que, par exemple, la Société canadienne du cancer a édité un flyer, ce qui est vraiment très, très bien fait. On ne peut pas toujours refaire ce que les choses ont été très bien faites. Et donc, moi, j'utilise ce flyer-là que je donne et qui permet vraiment de donner, effectivement, des pistes, des lignes de conduite pour aider les personnes. Maintenant, ici en Belgique, on a 2 initiatives. Il y a une brochure qui s'appelle « Cancer et intimité » que les personnes peuvent télécharger sur le site de la Fondation
opération contre le cancer. Et moi-même, je les donne en information aux personnes qui viennent pour la première fois. De manière très concrète, pouvez-vous partager une histoire de patient ou de patiente ayant surmonté tous ces défis qui sont liés à l'intimité et donc qui a réussi à maintenir des relations intimes satisfaisantes en dépit du diagnostic ? Eh bien, moi, je vais vous parler de Laurent et Martine. Alors Laurent, lui, il a eu un cancer quand même de la prostate relativement jeune, puisqu'il avait 51 ans. Et Martine, elle avait à cette époque-là, elle était un tout petit peu plus âgée, 53-54 ans. Et alors quand même, pour situer le contexte, Martine était déjà ménopausée, et puis arrive ce crash dans la vie de leur couple. Et malheureusement, c'était quand même un cancer assez agressif, donc on n'a pas pu préserver ce qu'on appelle les nerfs érecteurs. Donc ça veut dire l'impulsion qui va permettre l'érection. Donc ce monsieur s'est retrouvé du jour au lendemain sans possibilité érectile, et la sexualité était fondamentale dans leur couple. C'était vraiment le fondement de leur couple. Ils avaient vraiment, eux, des rapports sexuels très très réguliers, où la pénétration avait quand même une grande part. Donc quand ils sont effectivement arrivés, le couple était vraiment en demande. Or, il faut savoir quand même que quand on a été opéré d'une intervention comme ça, la première chose que je dis, c'est qu'il va falloir prendre le temps. Parce que, oui, il y a le temps du deuil, le temps on ne va pas, même si on sait que la personne ne va pas nécessairement retrouver une érection, le remettre sur la table d'opération 2 mois après pour mettre un implant pénien. Et donc, il y a eu tout un accompagnement qui a été fait du couple. Et il faut savoir que moi, j'ai appris aussi dans le décours de cet accompagnement que cette dame avait elle-même une dysfonction sexuelle. Ça veut dire qu'elle avait des gros problèmes de sécheresse vaginale, qu'elle avait mal au moment de la pénétration, qu'elle avait jamais osé en parler à sa gynécologue, et que dès lors, on a fait une double revalidation, j'appelle ça. Ça veut dire qu'il y a eu des conseils qui ont été donnés à madame pour renvoyer chez sa gynécologue, un traitement au niveau de la sécheresse. Et j'ai cheminé avec ce couple-là à peu près 1 fois par mois pendant 1 an. Et ça aboutit effectivement à ce que monsieur soit revalidé avec un implant pénien. Madame, elle a levé sa dysfonction sexuelle. Et je les ai vus, c'est juste avant mes vacances, au mois de juin. Et vraiment, ils irradiaient. Ils irradiaient parce qu'ils avaient retrouvé effectivement pas leur sexualité d'avant, puisque effectivement ils avaient dû passer d'une sexualité spontanée à ce que moi j'appelle une sexualité spontanément assistée. Voilà. Et tout ce travail pendant 1 an, ça avait été aussi d'acquérir une maturité pour pouvoir justement passer de quelque chose qui était très facile à quelque chose qui allait être assisté, mais qu'on pouvait rendre fluide. Et là, c'est un travail d'1 an, quand même. Et ce couple, vraiment, y est arrivé. C'est une magnifique histoire. Quel message d'espoir ou de soutien souhaitez-vous transmettre aux patients ? Alors, il faut sortir du silence. Et il ne faut pas hésiter à questionner votre médecin, à questionner votre infirmière de liaison pour savoir s'il y a des ressources. Il y a des ressources vraiment qu'on n'imagine pas dans un hôpital, parce que quand vous avez ces ressources-là, vous allez pouvoir aller déposer votre histoire. Et donc, il y a des pistes, il y a des solutions pour retrouver une vie intime qui vous satisfait à tous les deux. Ça me paraît être une excellente conclusion. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Ce sont des questions délicates. Vous avez, je pense, clarifié bien des choses au bénéfice des patients. Merci encore. Merci aussi. Vous voulez en savoir plus sur vivre avec le cancer ? Alors n'oubliez pas d'écouter les autres épisodes. Partagez-le avec des personnes pour qui il peut aussi être un soutien. Merci d'avoir écouté et à la prochaine fois.